Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier, nouvel atelier du Centre européen du journalisme. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des moyens, des outils utilisés pour enquêter sur les systèmes de santé publique français à partir d'outils data. Moi, je suis Magali du Centre européen du journalisme et je serai en charge de faire remonter toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mais aujourd'hui, nous avons Frédéric Sallet et Marie Tout-le-Monde, qui sont deux journalistes qui ont travaillé sur le projet Transparence CHU, c'était pour vraiment une enquête sur les systèmes de santé publique en France. Donc Frédéric, tu es journaliste à Sud-Ouest et Marie, journaliste à Jeune Afrique. Mais alors peut-être que vous allez vous présenter et présenter aussi le projet et comment vous avez collaboré ensemble. Je vous laisse la parole. Avec plaisir, merci beaucoup et merci pour l'invitation et pour cette possibilité de présenter les coulisses, la méthodologie de cette enquête, donc Transparence CHU, qui a été publiée en début d'année. Donc oui, je suis Frédéric Sallet, je travaille au quotidien régional Sud-Ouest et actuellement je vous parle depuis Bordeaux. Et je m'appelle Marie, je travaille à Jeune Afrique actuellement, mais j'ai travaillé pendant du coup 4 mois à Sud-Ouest l'année dernière. Petit aparté, j'ai des travaux dessus de chez moi, mais du coup, si on m'entend pas, je suis désolée. Et donc voilà, donc on a travaillé ensemble de septembre à janvier de l'année dernière avec Frédéric, qui va vous expliquer un peu plus le détail de l'enquête. Donc, Transparence CHU, c'est une enquête qu'on a publiée en tout début d'année, au mois de janvier cette année, et qui est un travail collectif qui a été mené par Data Plus Local, qui est donc un collectif relativement informel de journalistes, de data journalistes de presse française, une grande partie dans la presse régionale, mais pas uniquement, et un collectif qui avait donc été initié par Cédric Motte, par le journal La Montagne, et qui s'est réuni régulièrement ces derniers mois, ces dernières années, avant d'être en confinement, et qui a travaillé. Donc, on va vous raconter un petit peu sur cette enquête. Donc là, quelques exemples à l'écran. On a publié collectivement sur le web et sur le papier le même jour, donc c'était les 10 et 11 janvier de cette année, un travail qui nous a amené à analyser quels étaient les liens d'intérêt et les sommes qui transitaient entre l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux français et les CHU. C'était un travail relativement inédit qui a été fondé uniquement sur des sources ouvertes, sur des données publiques, donc pas de lanceurs d'alerte, pas de documents confidentiel, classé défense. On a pu travailler uniquement avec des bases de données publiques, ce qui est aussi relativement intéressant et ce qui arrive souvent dans le data journalisme quand on peut accéder, quand la transparence est là. Et c'est un petit peu l'avantage aussi de ce qu'on va vous présenter de aujourd'hui en France, cette ouverture des données, de ces liens d'intérêt qui existent entre les médecins, entre les associations, entre les hôpitaux et l'industrie pharmaceutique. Pour revenir un petit peu aux sources de l'enquête, il y a donc cette base de données Transparence Santé, qui est une base de données officielle du ministère, publique, qui est en ligne, qui découle un petit peu du scandale du Mediator en particulier, et à la suite de ces affaires, il a été décidé de rendre obligatoire la déclaration par un laboratoire pharmaceutique de toutes ces invitations, les repas, les cadeaux, les avantages des voyages pour participer à des colloques dont ils font bénéficier de nombreux professionnels de santé. Et donc aujourd'hui, ce site transparence.santé.gouv.fr permet d'aller chercher un médecin directement et de voir quelles ont été les invitations dont il a pu bénéficier, ou aussi des conventions, des rémunérations. On va le voir un peu dans le détail après.
cette base de données, elle est évidemment très intéressante, mais elle a aussi des limites. En particulier, elle est complexe à exploiter parce que le site, pour accéder aux données, il faut passer par des systèmes de captcha régulièrement à chaque fois qu'on fait une nouvelle requête. On ne peut pas avoir une vision d'ensemble des données. On ne peut pas extraire facilement les données depuis ce site. Et donc, il y a eu d'autres outils qui ont été développés là de façon parallèle par des internautes, par des associations, et en particulier, il y a ce site eurofordocs.fr qui est une plateforme technique qui permet de faire des requêtes, d'extraire des données depuis la base Transparence Santé, mais d'une façon beaucoup plus pratique, beaucoup plus synthétique et beaucoup plus complète. Donc c'est un site gratuit qui est lui-même, qui utilise une plateforme américaine qui s'appelle Metabase et qui donc permet, les données sont extraites également depuis data.gouv, la base de données transparence santé est disponible sur le site data.gouv.fr, mais là aussi avec le même défaut, le même inconvénient, c'est que c'est un fichier unique avec l'ensemble des données depuis la création de cette base, donc qui pèse plusieurs millions de lignes et de gigas, et qui est difficilement exploitable et extractible pour un usage déjà simple et rapide au quotidien dans une enquête ou pour une vérification de données sur le système de santé, et qu'il est encore moins quand on veut travailler à l'échelle plus large de tout le système hospitalier français. Donc, nous, on est parti d'Eurofordocs pour filtrer les données autour de l'année 2018, puisqu'on a commencé notre enquête à l'automne, automne 2019, et on souhaitait avoir une vision sur une année complète, et donc l'année complète la plus récente, 2018. On a pu y accéder donc dans Eurofordocs assez facilement. On peut filtrer par période, on peut filtrer par nom de laboratoire, on peut filtrer par nom de professionnel de santé. Donc là, nous, on a demandé à extraire toute la base pour l'année 2018, mais une base qui comporte pas uniquement le système hospitalier, qui comporte aussi tous les médecins de ville, tout un tas d'associations, d'organismes, de sociétés qui ne sont pas forcément liés au système de santé, en tout cas au centre, au CHU, au centre hospitalier, qui sont très importants aujourd'hui parce qu'en France, évidemment, ils ont un rôle de formation pour les internes, ils ont un rôle de recherche pour la médecine en général, et ils ont évidemment un rôle qu'on connaît bien pour soigner les pathologies, quelles qu'elles soient. Et on a un peu choisi aussi de travailler sur ce sujet. Pardon, je vais un peu vite. Parce que dans les mois, on sait dans les mois, les années passées, les financements du système hospitalier ont été remis en cause. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des grèves également. On était bien avant le Covid, évidemment. Et donc, il y avait cette question de savoir si ces ressources qui se réduisaient peut-être pour le système hospitalier français étaient un risque d'avoir une plus grande dépendance à l'industrie pharmaceutique et à ces financements qui peuvent être importants. Et donc, on avait envie d'aller voir finalement que représente, quel est le poids de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui vis-à-vis de l'hôpital, parce qu'on l'a vu sur d'autres enquêtes, sur d'autres sujets ces derniers mois, et en particulier sur la question de l'homéopathie, qui est aujourd'hui déremboursée en France, mais où les laboratoires homéopathiques avaient des budgets relativement importants pour faire du lobbying politique, mais également pour la formation des médecins, pour les invitations des médecins, et on avait pu, sur une précédente enquête, utiliser justement les données de la base Transparence Santé via Eurofordocs pour travailler sur cette question du poids du financement des laboratoires homéopathiques vis-à-vis des médecins spécialistes ou non de ce domaine. Donc là, l'objectif, c'était d'arriver à retracer et à recueillir sur une année donc l'ensemble des sommes et avoir
une vision d'ensemble globale de tous les liens avec les 32 CHU français, parce qu'évidemment, ces liens d'intérêt qu'on voit dans la base Transparence Santé et ici via Eurofordocs se font médecin par médecin, hôpital par hôpital, et chaque lien correspond à une date, une rencontre, un événement, un repas, etc. Donc ce sont évidemment des dizaines, voire des centaines de milliers de lignes d'informations renseignées sur une année qu'il nous fallait extraire et surtout arriver à relier à l'hôpital. Et ça a été un point important du travail. C'est une fois qu'on a les données, qu'on a extrait les données depuis Transparence Santé via Eurofordocs, c'est comment est-ce qu'on les relie aux professionnels de santé en général, et comment est-ce qu'on sait que ces professionnels de santé sont des médecins à l'hôpital ou que les organismes sont les CHU ou des émanations des CHU. Donc là, ça a été la deuxième partie du travail, en particulier, de pouvoir exploiter le registre des professionnels de santé sur annuaire.santé.fr. Donc, je vais parler un peu de la partie donc, technique de comment on passe d'un fichier donc d'une année entière, 2018, de toute la France, de tous les médecins, kinés, etc., à nous, ce qu'on veut, donc les médecins professionnels de santé travaillant dans un CHU, et pour ensuite pouvoir faire le nettoyer, pour ensuite pouvoir vraiment faire des suppositions et commencer le travail d'enquête. Donc, au tout début, on a donc cette base de données de 2018 qui fait des millions de lignes. Et chaque ligne, donc c'est comme ce que Frédéric disait, c'est exemple, Novartis déclare avoir offert pour un montant de 70 € à tel cardiologue, tel hôpital, un repas, une nuit d'hôtel, etc. Et donc, on a plein de lignes. Et puis, l'idée, c'est de réussir à trouver quel médecin travaille dans un CHU dans cette donnée-là. Donc, il a fallu qu'on identifie et trie cela. Donc, pour ce faire, on a utilisé une autre base de données qui s'appelle l'annuaire santé, dans laquelle figurent les professionnels de santé autorisés à exercer. Donc, dans cette base, on a les professionnels de santé, avec chacun un identifiant RPPS qui a été hyper important, et les établissements de travail auxquels ils sont rattachés, à quel hôpital, à quel cabinet, etc. Donc, cet établissement de travail, il est aussi déterminé par un code qui s'appelle le code FINES et qui nous a aussi beaucoup aidé. Donc, dans l'idée, il a fallu qu'on croise ces deux bases de données, donc celle de Transparence Santé et celle de l'annuaire santé. Donc, on a fait un croisement grâce à l'identifiant commun du RPPS, donc l'identifiant commun de chaque médecin. Et donc, à la fin de la manipulation, donc, qui a été assez lourde, on a eu une aide technique là-dessus parce qu'il y avait des millions de lignes à croiser. On a eu un fichier de base, donc le fichier de base de Transparence Santé, avec quelques colonnes en plus, dont la colonne du FINES, donc de l'établissement de rattachement. Sachant que chaque médecin est attaché à son établissement de rattachement est déterminé par, en gros, c'est la majorité du temps qu'il passe au travail. C'est-à-dire qu'il pourrait travailler dans un cabinet privé et public. S'il travaille plus à l'hôpital public, il va être rattaché à l'établissement public. Donc, il nous restait à identifier, maintenant avec la colonne FINES en plus, à identifier les FINES des 32 hôpitaux publics français pour créer 32 beaux fichiers Excel avec tous les professionnels de santé travaillant à l'hôpital public et ayant eu un lien financier en 2018 avec l'industrie pharmaceutique. Malheureusement, ce n'était pas si simple parce que forcément, le fichier n'était pas si propre. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'il nous restait, malgré le croisement, un gros fichier de Transparence Santé que la manip n'avait pas pris en compte, car en fait, c'était des médecins qui n'avaient pas d'identifiant RPPS. Il ne faut pas oublier que le fichier de base de Transparence Santé, c'est une somme de déclarations manuelles faites par les entreprises du monde entier. Donc, les oublis, fautes de frappe, fautes d'orthographe sont fréquentes. Et donc, voilà, on s'est retrouvé avec un fichier sans identifiant RPPS dont on ne savait pas quoi faire et qui était conséquent. On ne pouvait pas le mettre de côté. Du coup, on a dû manuellement
ajouter les déclarations manquantes en triant avec la colonne de l'adresse de l'établissement où ils travaillaient pour les 32 CHU. Donc, cette démarche, elle a été très chronophage parce que, pour prendre l'exemple, par exemple, du CHU, de la PHP, qui sont les hôpitaux de Paris, la PHP, ça regroupe 40 établissements. Chaque établissement a différentes adresses, donc entrée principale, entrée secondaire, parking. Donc, en fait, on a une liste de quasi 100 noms de rue qu'on doit filtrer manuellement et copier-coller les lignes avec les bons noms de rue et les remettre sur le fichier de base de la PHP. Et on a dû faire ça pour les 32 CHU. Donc, ça a pris beaucoup de temps, sachant qu'on a dû forcément laisser de côté. Il y a forcément quelques lignes qui ont dû sauter dans l'histoire parce que tout était manuel. Mais voilà, on a quand même récupéré quelques millions d'euros de déclaration avec cette manipulation-là. Et ensuite, pour l'autre partie technique, dont nettoyage de données, c'était assez classique. On a passé chacun des 32 fichiers dans OpenRefine, qui est vraiment, je pense que tout le monde connaît ici, c'est un logiciel de nettoyage de données très simple d'utilisation. Et donc, on s'en est servi surtout pour harmoniser les montants, pour pouvoir additionner ensuite et avoir justement cette somme totale de déclaration à la fin, parce que voilà, parfois il y avait des virgules, des points qui traînaient, etc. Et ensuite aussi uniformiser, regrouper les noms et prénoms similaires, mais différemment orthographiés. Donc ça, il y a une fonction très simple sur OpenRefine qui s'appelle Merge and Cluster. Donc voilà, ça nous a déjà permis de nettoyer, de bien nettoyer tous nos fichiers. Et donc, à la fin de toute cette manipulation-là, on avait, donc je pense que Frédéric, sur la slide d'après, tu le vois, 32 petits documents avec chaque CHU de France, avec toutes les données, du coup, en 2018, toutes les déclarations. Voilà. Après coup, je pense que quand je repense à ça, utiliser un script Python ou R pour nettoyer les données, ça aurait été évidemment plus rapide et surtout plus certain, parce que utiliser des scripts pour nettoyer des données, en fait, ça permet d'avoir un historique de chaque manipulation et du coup de pouvoir revenir en arrière et vraiment regarder étape par étape ce qui a peut-être pu rater. Et donc voilà, bon, ça c'est un apprentissage, une conséquence et du coup un apprentissage que j'ai appris depuis. Mais à l'époque, on n'avait pas les compétences techniques. Mais voilà, OpenRefine, c'est vraiment très pratique, mais c'est vrai que quand on sait manier Python ou R, je pense que les scripts sont pas très longs et ça peut être, c'est d'une efficacité un peu plus redoutable quand même. Et voilà, donc à ce niveau préliminaire de l'enquête, on a vraiment juste trié les données, on a fait des fichiers propres et on peut commencer à explorer, mais déjà on a distingué certaines bizarreries dans les lignes. Donc, des repas à 400 000 euros. Donc, là, il faut aller poser la question au laboratoire pour savoir si ce n'est pas une erreur, etc. On voit vraiment les grosses sommes, les grosses zones. Et par exemple, on a trouvé un laboratoire qui donnait 20 prénoms différents pour un même identifiant RPPS, mais de manière récurrente. C'est-à-dire que chaque médecin qui était déclaré par le laboratoire avait 20 prénoms différents. Et ça nous a sauté aux yeux parce que c'était des noms assez particuliers comme Charles Siegfried, Evangelos, qui revenaient en boucle. C'était 20 prénoms qui revenaient en boucle sur différents RPPS. Donc, on a posé la question au laboratoire. On n'a jamais su réellement si c'était un bug ou une manipulation, parce que normalement, en fait, on va chercher une information sur un médecin via l'interface de Transparence Santé et on cherche avec le nom-prénom. Donc, cette manipulation-là du laboratoire pouvait éviter qu'on voit effectivement beaucoup de déclarations via l'interface. Donc, on ne sait pas trop si c'était un bug ou autre chose, mais en tout cas, ça a déclenché un audit au sein du labo en question. Et donc, ça, c'était avant qu'on commence vraiment la partie exploration des données et surtout avant qu'on contacte toutes les autres rédactions, parce que voilà, on avait des fichiers pour toute la France et nous, on travaillait à Bordeaux et on s'est dit que c'était intéressant de faire quelque chose de coordonné avec les autres rédactions et que chaque rédaction qui couvrait une zone avec un CHU pouvait faire le même travail que nous de manière simultanée.
Donc voilà, je pense que Fred, tu peux expliquer un petit peu la démarche qu'on a eue de contact avec les autres rédactions. Effectivement, il y a 2 points importants par rapport à ce que tu disais, Marie. On a une base transparence santé qui est déclarative, mais il n'y a pas réellement d'autorité qui contrôle, qui vérifie dedans et qui sanctionne quand il y a des erreurs peut-être qui paraissent trop volontaires ou manifestes. Et donc ce travail déjà de contrôle préliminaire de la façon dont est renseignée la base, qu'on retrouve sur beaucoup d'enquêtes et beaucoup de sujets, là aussi reste essentiel parce que effectivement, on inverse le nom et le prénom et la requête ne donne plus le même résultat, ou on oublie un chiffre dans le RPPS et un médecin va passer au travers des mailles du filtre automatique. Donc ça, c'était essentiel. Et quand on a commencé à travailler sur l'enquête pour Bordeaux, pour le CHU, comme de toute façon, il fallait qu'on importe l'ensemble de la base, qu'on n'avait au départ pas de localisation géographique des données. Donc on s'est dit, tant qu'à faire le travail pour un CHU, faisons-le pour tous. Ça ne demandera pas beaucoup plus de temps finalement, et mettons dans la boucle les confrères du collectif Data Plus Local en disant on a cette chance, on a aujourd'hui en France des data journalistes dans de nombreuses rédactions, ce sont devenus des postes beaucoup plus fréquents, et donc on peut travailler ensemble, se partager les fichiers pour chacun aller creuser localement, enquêter sur la façon dont chacun des CHU, chacun des médecins a mis en place ou pas des moyens d'éviter les dérives, d'éviter des conflits d'intérêts manifestes, ou même tout simplement de contrôler, d'encadrer les liens d'intérêts qui ne sont évidemment pas illégaux, mais dont on sait, dont plusieurs études ont montré que ces liens d'intérêt avait de toute façon un impact sur la prescription derrière, qu'on le veuille ou non, un effet inconscient, un effet marketing un peu classique, donc qui est déjà en soi problématique, et d'où l'importance d'avoir une bonne connaissance des liens d'intérêt de ces équipes dans les CHU avec l'industrie pharmaceutique. Donc on a choisi cette solution de partager. Donc là on a utilisé des outils Google Drive classiquement. Les données dont on disposait donc ont été découpées en fonction des adresses, donc de la localisation géographique pour chacun des CHU, avec à chaque fois plusieurs dossiers par CHU où on avait les professionnels de santé, l'argent qui alimentait directement le professionnel en avantage, en convention, en rémunération, de l'argent qui pouvait aller à l'institution, à des entreprises des fois qui dépendent des CHU, ou qui peuvent aller également aux associations, parce que ça passe parfois un petit peu, on le voit pas tout de suite, mais il y a également un certain nombre d'associations de professionnels de santé qui sont hébergées elles-mêmes dans les locaux des CHU et qui sont un moyen également de nouer des partenariats avec l'industrie pharmaceutique. Donc on avait ces sous-fichiers, sous-dossiers disponibles, prêts à analyser pour chacun des CHU. Et là, classiquement, on a tapé à la porte des différentes rédactions, des différents membres du collectif Data Plus Local en disant on a ces données, est-ce que ça vous dirait qu'on aille plus loin, d'enquêter, de voir ce qu'on peut en tirer et de voir si localement il y a des histoires, parce que ça a aussi du sens de le voir à l'échelon national. Les CHU ont beaucoup d'autonomie, des budgets propres, mais qu'est-ce qui est du ressort de la réglementation, de la législation globale, et qu'est-ce qui est du ressort de chaque CHU? C'était intéressant aussi d'avoir ces deux niveaux de lecture et ces deux regards. Donc, pour commencer à collaborer, une fois qu'on avait les données prêtes dans le Drive, là aussi on a été relativement, on a fait simple.
on était tous à distance partout en France, donc pas de moyens faciles de se réunir physiquement. Donc tout s'est fait, on peut dire à 90% sans doute, via la plateforme, la Slack en l'occurrence, où on avait un canal privé où chacun pouvait échanger, poser des questions, partager ce qu'il avait trouvé, découvert, et au fur et à mesure, comme ça, on pouvait suivre l'enquête, savoir où chacun en était, et travailler à la fois localement et globalement sur les données. Il y a eu aussi pas mal de coups de téléphone, et là en particulier de Marie, sur euh, le soutien, l'accompagnement pour bien présenter, bien expliciter l'analyse préalable qui avait été faite sur les données, peut-être si tu veux en dire un mot. Non, bah voilà, j'ai fait relais en tout cas pour faire un peu de pédagogie sur chacun des fichiers, sur des questions, parce que c'est des fichiers assez lourds, où il y a beaucoup de colonnes. Et donc voilà, donc c'était chaque journaliste pouvait m'appeler, en tout cas pour me poser une question sur son fichier, sur la méthode de nettoyage des données et tout ça. On avait aussi décidé de faire un fichier Google Sheet partagé avec du coup, les 32 CHU pour que chacun puisse mettre un petit peu ses chiffres clés, les médecins qui étaient les plus rémunérés, le top 3 le top 3 des entreprises, etc. Comme ça nous permettait à la fin de dire, bah voilà, en France, à 90% des cas, Novartis arrive numéro 1 en termes de financeurs, voilà, d'avoir une espèce de vision plus large et plus nationale. Et ensuite, le Slack nous a beaucoup permis aussi au niveau de l'enquête, des interviews, des reportages, etc., de mutualiser un petit peu. C'est-à-dire que si on avait tous envie d'interviewer le directeur de telle entreprise de santé, on allait mettre un Google Doc partagé avec les questions, et c'est quelqu'un qui allait s'en charger. Donc ça, c'était la première fois, en tout cas, que je travaillais comme ça, et c'est assez intéressant. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot peut-être sur le... Alors, il y a aussi une question de la part de Lisa qui se demande s'il a été difficile de trouver une méthode de travail commune avec les autres rédactions. Enfin voilà, parce que même si c'était sur Slack, à un moment, comment on peut aller dans le même sens. Alors, on avait peut-être un mot qui est important au départ, parce que là, à ce moment-là de l'enquête, on est début novembre 2019 à peu près. On ne s'est pas imposé grand-chose. C'est peut-être aussi l'avantage d'avoir un collectif un peu souple et informel. Quand on a partagé, au moment de partager les données avec chacun, on s'est juste dit, voilà, pour l'instant, on ne s'impose rien, hormis un embargo commun, c'est-à-dire que personne ne publie avant les autres, on publiera tous ensemble. Mais à ce moment-là du travail, on n'a pas décidé ni de la forme, ni réellement du résultat qu'on souhaite obtenir. On sait ce qu'on cherche, on sait vers quoi on va, mais on a une grande liberté, et aussi pour tenir compte du fait que chaque rédaction localement a une organisation différente. Tous les data journalistes, des fois, ont des profils un peu différents parce qu'ils peuvent être sur plusieurs postes à la fois. Les disponibilités de chacun n'étaient pas les mêmes. Donc, on ne voulait pas complexifier trop, au départ en tout cas, la possibilité d'aboutir à un résultat collectif. Et donc voilà, donc ce choix de rester très light, hormis l'embargo, de dire, allez, on avance, chacun commence à travailler sur son CHU au rythme de son choix en fonction des capacités, du temps disponible et d'actualité par ailleurs. Et en avançant, on verra ce qu'on obtient et on affinera plus tard. Oui. On avait partagé en même temps que les fichiers une note de méthodologie quand même pour expliquer exactement un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein. Pourquoi on a décidé de faire ce sujet, c'est quoi le contexte, rappeler quelques notions comme quoi ces déclarations, ces liens d'intérêt sont légaux, légaux. Voilà, des petites notes de contexte, et ensuite expliquer comment on a nettoyé les données. Mais c'est tout ce qu'on avait à l'origine.
Et, et aussi parce que c'était finalement ce qu'on ne savait pas à ce moment-là de l'enquête, c'était est-ce qu'on allait aboutir à des résultats extrêmement différents d'un CHU à l'autre. On avait une idée des sommes, des montants, mais sur la façon dont chacun gérait les relations, les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt éventuels, à ce moment-là de l'enquête, évidemment, on ne le sait pas. Donc là, on passe évidemment dans l'étape classique du reportage de terrain, en utilisant la somme de données dont chacun dispose, c'est d'aller voir chaque établissement, d'aller voir chaque médecin quand il y a des montants qui peuvent paraître un peu extravagants, et de dire finalement à quoi sert cet argent, est-ce que vous étiez au courant que tel ou tel médecin avait tant de liens d'intérêt, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous appliquez, il y a quand même dans la loi un certain nombre de choses, de déclarations d'intérêt qui sont prévues, mais uniquement à certains niveaux de responsabilité, pas forcément pour tous les personnels, et certains établissements appliquent des règles plus strictes que d'autres, et ça on l'a vu chacun en travaillant localement sur les CHU, et il y avait donc une grande disparité de situations, même si on a quand même eu le sentiment globalement que ce n'était pas très bien maîtrisé. En tout cas, que tout le monde sait que ça existe, mais personne n'avait vraiment une vision précise de ce que ça représentait. Et ça a été sans doute aussi l'un des intérêts de notre travail, de pouvoir, pour une fois, arriver à une somme et dire, on sait que tout l'argent sur une année qu'on a pu tracer de l'industrie pharmaceutique vers les hôpitaux représente près de 200 millions d'euros, ce qui, au regard de leur budget, est sans doute anecdotique, du budget global de tous les hôpitaux français, mais qui, malgré tout, est quand même significatif. On a essayé aussi régulièrement, là, dans le travail collectif, d'avoir des réactions des autorités sanitaires, du ministère de la Santé en particulier, qui n'a pas répondu. On avait fait des demandes d'interview, qui n'a pas souhaité apparaître. Et on a eu un commentaire écrit, simple, mais pas plus de réaction de la part des autorités. Mais donc, là, on est sur une période, en gros, d'un mois entre début novembre, début décembre, où chaque rédaction locale avance, fait ses interviews, fait ses reportages, partage. Et on imaginait au départ parvenir à une publication à la fin du mois, avant les vacances de décembre. On était parti sur cet objectif-là. On était un peu court, on a vu qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas réussi encore à finaliser. L'actualité du moment, il y avait également beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de grèves justement aussi dans les hôpitaux. Donc on a choisi de différer un peu de fin décembre à début janvier, de laisser passer les vacances et de parvenir à cette date commune. Et donc rapidement, on a pu convenir qu'on publierait le 10 janvier sur les sites internet des journaux, et le lendemain dans les éditions papier. Et donc au final, on a été, comme on l'a vu en introduction dans une des premières diapos, on a été une quinzaine de rédactions françaises à publier l'information en même temps. On est, je pense, au moins une trentaine de journalistes à avoir travaillé de près ou de loin sur cette enquête, dont une bonne dizaine de data journalistes, et après souvent des journalistes santé au sein des rédactions, ou des journalistes spécialisés qui avaient déjà des contacts au sein des CHU ou qui connaissaient localement le système de santé. Donc ça fait beaucoup de monde au final, mais avec cette liberté où on ne s'est pas imposé grand-chose et chaque journal a traité à sa façon et en fonction de ce qu'il avait découvert aussi par rapport aux histoires un peu fortes, comme à Clermont-Ferrand, il y a eu un cas de figure où justement pendant l'enquête, un des médecins interrogés a démissionné de certains de ses postes ou a été démissionné de certains de ses postes en raison des questions qui avaient été posées et de ce qu'on avait pu repérer dans les données. Ouais, et en fait, sans se coordonner, sans dire trop ce qu'on allait faire, on est tous allés de notre côté forcément aller interviewer la direction du CHU, et ce qui fait que quand nous on est arrivés à Bordeaux par exemple,
il y avait un Slack parallèle des directeurs de communication, mais du côté CHU, qui s'étaient réunis en disant on ne comprend pas, et tous les journalistes de la presse locale ont fait au compte-gouttes tous les CHU. Et donc voilà, on s'est un peu forcément c'était imposé de parler à la direction du CHU, mais on s'est tous dirigés un petit peu dans le même sens. Et après, dans le traitement de chacun, je pense qu'on va voir un petit peu nous ce qu'on avait fait à Bordeaux, mais voilà, il y avait quelques histoires fortes comme à Clermont-Ferrand. La difficulté souvent là aussi c'est vrai pour beaucoup de sujets data, c'est d'arriver, quand on arrive au jour de la publication, arriver à faire prendre conscience au lecteur de ce que représentent ces montants, ce que représentent ces sommes, parce que ce soit des millions, des dizaines de millions, etc., c'est toujours très abstrait, et donc de raconter. Donc là, l'exemple que l'on montre actuellement, c'était une infographie publiée dans Sud-Ouest, donc qui accompagnait le dossier qu'on a publié ce jour-là, avec les grands chiffres, en gros, où va l'argent pour le CHU de Bordeaux, quels sont les liens déclarés, quels sont les spécialités qui reçoivent le plus de financement par ce canal-là des laboratoires, ce qui est évidemment très important parce qu'on voit qu'il y a des grandes disparités de montants et on peut s'interroger évidemment sur le fait que sans doute certaines maladies, certains secteurs où les enjeux commerciaux sont moins grands, bénéficieront sans doute de moins d'argent de l'industrie pharmaceutique que d'autres. Donc, ce qui pose aussi la question après de la gestion, de la façon dont sont gérés les partages de ces sommes qui arrivent souvent en direct dans un service ou sur un médecin et qui ne sont pas du tout coordonnés par une entité scientifique qui pourrait dire bah on a beaucoup justement tel service est sous-doté, il vaudrait mieux que l'argent aille chez lui, ou tel service est en pointe et il est sur le point de faire une découverte, il faut qu'on l'aide. Voilà, on pourrait imaginer qu'il y ait ce type de conseil consultatif qui permettrait d'aiguiller les sommes différemment. Là, c'est pas le cas, mais en tout cas, on a essayé voilà, au mieux de montrer à la fois ce que financent les liens d'intérêt des médecins, donc qui sont soit des avantages en nature, des voyages, des repas, etc., soit des rémunérations qui sont plus là pour parler dans des colloques, pour intervenir dans des revues spécialisées parfois, ou pour de la recherche pure, classique, pour mener des essais. Et on le voit par exemple, un chiffre nous qu'on avait au CHU de Bordeaux, c'est que la moitié des nouveaux essais cliniques du CHU ont été promus et financés directement par l'industrie pharmaceutique. Et le chiffre qu'on a juste à côté, on avait très peu de médecins. Finalement, on voit il y a une vingtaine de médecins qui perçoivent un tiers de toutes les sommes, pas sur 1000 médecins au CHU. Donc on voit que c'est très concentré et que ce sont souvent, et là on le retrouvait dans d'autres histoires dans d'autres régions, ce sont souvent évidemment les chefs de service les plus en vue qui cumulaient, qui concentraient les sommes reçues. Les leaders d'opinion, voilà. Ils comme ça. Donc, peut-être ce qui a marché, en tout cas, une fois que l'enquête a été publiée, on a eu des échos assez intéressants. Donc, elle a été reprise assez rapidement par l'AFP, par les télé, radio dans les jours suivants, par le Canard enchaîné le mercredi suivant qui avait relevé quelques données cocasses. Ce qui a marché évidemment, donc dans notre cas, comme je le disais en introduction, on a travaillé uniquement sur des données ouvertes finalement, nationales, facilement accessibles, même s'il y a toujours des contraintes techniques, mais en tout cas par rapport à d'autres sujets où il y a plus de secrets, ici on n'a pas eu de mal à obtenir des données. Elles n'étaient pas forcément fiables, elles n'étaient pas forcément propres, mais elles avaient le mérite d'exister, d'être officielles, puisque ce sont celles qu'impose la réglementation, donc on pouvait les utiliser sans difficulté. L'aspect décentralisé est évidemment très intéressant, mais pour le coup, on aurait eu, je pense,
pour des projets de ce genre, beaucoup de mal sans le travail de coordination de Marie, qui a pu vraiment se concentrer sur cette enquête, qui a pu faire le relais avec les différentes rédactions. Et là aussi, on le voit souvent sur des enquêtes collectives. Si on n'a pas un pivot, si on n'a pas un coordinateur qui peut vraiment pousser les choses, ça peut être beaucoup plus compliqué. Oui, je pense que... Merde. Si. Et moi, je vais en profiter pour poser une question de Mouad qui demande combien de temps a duré le nettoyage des données et si c'était à refaire, que changeriez-vous dans votre approche? Oui, désolée, mon micro s'était coupé. Je ne sais pas exactement combien de temps, sachant que j'étais quand même presque à temps plein tout le temps sur cette enquête. Je sais pas, Frédéric, je dirais au moins 2-3 semaines, non? Je sais pas. Il y avait quand même d'autres projets. Oui, entre les différentes phases, en tout cas dans la partie initiale, je pense, oui, facilement 3 semaines. Facilement 3 semaines. Après, si c'était à refaire, oui, alors c'est ce que je disais, je pense que je travaillerais plus avec R ou Python pour faire un script. Et donc, voilà, le temps de faire le script, ça me prendra un petit peu de temps, mais une fois qu'il est écrit, qu'il fonctionne, la moindre modification est beaucoup plus facile. Et je sais que R fonctionne très bien pour le nettoyage de données. Et là, j'ai vraiment fait manuellement du Excel, de l'OpenRefine. Voilà. Après, par exemple, sur toute la partie des médecins sans identifiant RPPS qui m'a pris énormément de temps, ça, ben, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Hein. C'était du temps. C'était manuel et puis c'était normal que ça prenne du temps. Mais donc, oui, peut-être écrire un script pour, en tout cas, la partie nettoyage. Et je vois aussi une question là dans le chat, si on devait refaire une collaboration similaire et s'il y avait de nouveaux sujets, alors je dirais oui, évidemment, on envisage, et c'est aussi le but et l'intérêt du collectif Data Plus Local, qui est ouvert à tous. Ça reste un collectif, c'est l'idée, c'est de partager des outils, de partager des idées et de quand on peut le faire, d'enquêter ensemble. Ça peut être à une échelle plus locale entre 2 ou 3 journalistes, 2 ou 3 rédactions. Ça peut être à une échelle plus large, plus nationale. Mais là aussi, on souhaite vraiment que le collectif vive pour ça, pour voilà, faire de l'émulation, pour faire du partage, pour donner des idées. Donc, n'hésitez pas à venir jeter un œil. Il y a un petit GitHub, il n'y a pas grand-chose dessus, mais signalez-vous, il y a l'adresse mail, vous nous contactez, et puis après, voilà, on a un canal d'échange via le Slack qui permet de discuter, de partager des idées. Donc, on souhaite qu'il y ait d'autres enquêtes et d'autres aventures de ce genre qui arrivent, et de bonnes idées à tester, des hypothèses dans les prochains mois. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a encore du temps, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, amis du public, à partager vos questions, et je les partagerai. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric et Marie. Voilà. Est-ce que au vu de votre expérience et au niveau des retours, notamment, j'ai vu que, il y avait une participation à Pointe-à-Pitre aussi. Donc, en fait, au niveau des départements d'outre-mer, comment ça s'est géré aussi, cette collaboration, vu que c'était quand même très à distance? Est-ce que c'était simple ou pas? Alors finalement,
on n'a pas eu, on n'a pas pu avoir pour chacun des 32 CHU forcément un journaliste ou une rédaction. Donc on a eu quelques trous géographiquement. Donc Pointe-à-Pitre, c'est le cas, mais même dans d'autres CHU en France où on n'avait pas toujours dans le collectif Data Plus Local, il n'y avait pas forcément quelqu'un qui se trouvait à cet endroit-là ou qui a eu la disponibilité pour rejoindre l'enquête à ce moment-là. Ouais. Donc là aussi, Marseille, par exemple, on n'a pas pu. donc ça fait partie Nice. là aussi et c'est pour ça que c'est important plus le collectif est grand justement pour en tout cas quand on est sur un sujet ou on est sur un maillage territorial important, de pouvoir avoir des relais, des liens de réseau et après au-delà des frontières françaises, de pouvoir travailler aussi avec d'autres pays européens ou d'autres pays francophones aussi. Je pense qu'il y a des enquêtes assez intéressantes à mener et des choses à imaginer. Donc ça fait partie aussi des possibilités pour l'avenir de Data Plus Local. On a une question de Farah qui demande en fait si vous avez trouvé de grosses irrégularités qui auraient mené à des enquêtes judiciaires après publication. Il y a eu des grosses bizarreries, dont certaines étaient clairement des erreurs de saisie, des chiffres avec des montants faramineux. Je me souviens plus exactement de l'exemple. Il y a eu les 2 repas. Il y avait 2 repas, donc midi soir sur la même journée, 400 000 € et 450 000 €. Et c'était un laboratoire chinois. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être une question de yen, mais même en faisant les conversions, ça marchait pas. Mais bon, enfin voilà. On a essayé de joindre le laboratoire qui nous a pas répondu, mais on a juste, on n'a pas pris en compte ce montant-là évidemment parce que bon, c'était pas possible, quoi. Ce qui est difficile, c'est que il y a beaucoup d'erreurs dans les données. Certaines sociétés travaillent aussi avec des sous-traitants, des prestataires qui font la saisie des données pour elles-mêmes. Donc parfois, quand on a repéré certaines erreurs, on nous a renvoyé vers le sous-traitant en disant c'est des erreurs de saisie, voilà, c'est compliqué là aussi, hein, ce serait encore une autre enquête à mener pour le coup, mais de vérifier, de dire qu'est-ce qui est de l'erreur humaine involontaire et qu'est-ce qui pourrait être de l'erreur, de l'irrégularité qui là amènerait vraiment à se poser des questions sur la sincérité des données. Il y a des choses bizarres, hein, clairement, pas forcément liées au CHU, mais dans la base, il y a des choses bizarres sur lesquelles un travail et là aussi le fait qu'il n'y ait pas d'organisme de contrôle qui surveille réellement ce qu'il y a dans la base et un point dans les questions qu'on voulait poser au ministère est un point important. Oui. On a mis en place une base formidable. Il faut savoir que en fait, Transparence Santé, ce qu'on a dessus, c'est que la partie extérieure de l'iceberg, parce qu'en fait, tout ce qui est irrégularité, etc., c'est les entreprises qui le déclarent volontairement. Donc, elles vont pas, si elles font la démarche de déclarer, généralement, c'est quand même dans l'idée de bien déclarer. La question, c'est plus qu'est-ce qui n'est pas déclaré et qu'est-ce que les entreprises ne déclarent pas. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de contrôle. On a une autre question aussi qui rejoint un peu, enfin voilà, ma question avec Pointe-à-Pitre. Marie, toi, tu évoquais Marseille, mais voilà, c'est une question de Flo qui dit y a-t-il eu des zones blanches dans cette enquête, des rédactions locales qui n'ont pas souhaité participer? Donc, est-ce qu'on peut revenir en fait justement sur en fait plus ou moins l'organisation et comment en fait vous avez mené cette enquête, même si certaines rédactions n'avaient pas de data journaliste pour participer? Alors, il pouvait y avoir peut-être deux cas de figure. On n'a pas eu de refus d'une rédaction qui nous aurait dit non, ça m'intéresse pas, je veux pas y aller. Et tant mieux, et heureusement. Mais c'est plutôt soit des contraintes très pratico-pratiques, effectivement. On n'a pas de data journaliste ou on a un data journaliste, mais en ce moment il est sur un autre sujet, une autre enquête, et c'est compliqué de lui donner autant de temps pour une publication qui va intervenir très vite. Et donc, voilà, on aimerait bien, mais on peut pas.
Ça, on a eu des cas, hein, évidemment, ou après des situations du fait, là je reviens plus sur ce que je disais tout à l'heure, du fait qu'on n'ait pas toujours eu dans certaines zones, on avait des zones blanches qui étaient liées au fait qu'on n'ait pas de représentants au sein du collectif Data Plus Local dans certaines régions, et donc on n'avait pas vraiment de contact. Et là, comme on a fait ça quand même, c'était une première expérience aussi pour nous sous cette forme. On n'a pas forcément essayé d'aller voir les autres journaux pour lesquels on n'avait pas de contact, en disant bah tiens, est-ce que ça vous intéresserait de participer, ne les connaissant pas, ne sachant pas s'ils avaient d'équipe de data journalistes ou autres, avec plus de temps, plus d'anticipation, sans doute qu'on aurait pu tenter. Là, c'était un peu serré dans les délais, mais en tout cas, on n'a pas eu de refus volontaire de ne pas participer au traitement de ce sujet-là en particulier. Oui, c'était vraiment une question de temps généralement. En tout cas, quand on a réussi à les contacter, c'était pas le moment malheureusement. Ouais, merci. Alors, on a aussi une autre question de Flo qui demande techniquement que faut-il pour mener cette enquête en termes de langage, en fait. Donc, c'est vrai que Marie, toi, tu avais parlé de Python, R. Est-ce qu'on peut un peu revenir là-dessus? Oui. En fait, justement, j'ai pas utilisé Python et R, mais si c'était à refaire, j'utiliserais soit l'un, soit l'autre. Mais non, en fait, on a vraiment utilisé des outils que tout le monde peut utiliser parce qu'on a pris Excel, Google Sheets et OpenRefine. Et voilà, la seule lourde manipulation qu'il y a eu, c'était le croisement de base, où là, on a vraiment des millions de lignes de fichiers à croiser. Et ça, c'est Michel Pardy qui travaille à Sud-Ouest, qui est à la direction du système, enfin, en tout cas, à l'informatique, qui, lui, avait un gros PC, une grosse machine et la capacité pour faire ce croisement-là. Donc, il a... Je ne sais plus le nom du logiciel qu'il a utilisé. C'est un logiciel qui s'appelle Qlik, Qlik. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Qui lui a permis, alors il y en a d'autres qui permettent de faire la même chose, mais qui lui a permis en gros déjà de découper aussi les fichiers sources qui pesaient plusieurs gigas et de faire les croisements avec le fichier d'annuaire santé des professionnels de santé. Il a pas le matériel, il a un bon PC portable avec pas mal de mémoire et de puissance vive, de mémoire vive et de puissance plutôt, pardon. Mais finalement, là aussi, une machine du commerce, un peu haut de gamme, mais pas exceptionnelle non plus. Pas des ressources, vraiment tout le monde aurait. C'est vrai que toute la procédure aux différentes étapes, je crois que tout était accessible sans investissement, sans matériel spécifique et sans même programmer. Moi, j'ai fait toute la partie après le premier croisement. J'ai tout fait sur mon ordi perso, qui a un vieux Mac qui marche pas du feu de Dieu, et ça s'est très bien passé. Alors voilà, évidemment, ça sans doute simplifier la vie à plusieurs étapes. On peut aller plus vite et certaines manipulations peuvent être simplifiées avec la programmation du code, mais on y arrive sans. C'est aussi ça qui est intéressant. Bah, parfait, merci beaucoup Frédéric et Marie d'avoir participé à cet atelier. C'était très intéressant. Merci à vous, merci à tous. Merci à tous. Et alors, je tiens à rappeler que la vidéo sera disponible sur le compte YouTube du Centre européen du journalisme. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous voulez revoir, reparcourir en fait certains passages, la vidéo sera disponible. En tout cas, merci beaucoup Frédéric et Marie. Et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci Bonne beaucoup. Journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Thank you.